On va continuer à parler stockage en se projetant cette fois vers l'avenir avec des intervenants du CEA. Je vais demander, ils s'appellent tous les deux Thomas. Thomas Créache et Thomas Beauchesne. Le premier qui s'approche du micro, Thomas Créache, est responsable de la plateforme système énergétique du CEA Tech Pays de la Loire. Et Thomas Beauchesne, lui, nous vient de Grenoble, puisqu'il est chef de laboratoire prototype et procédé système du CEA Liten, dont on a parlé ce matin avec Energy Observer. Je vais vous demander de venir. Alors, vous faites une partie de la présentation avec. Alors, vous mettez à côté de lui, comme ça la caméra n'aura pas à suivre les allers-retours multiples. C'est à vous. Oui, donc bonjour, Thomas Créache, donc je suis donc responsable de la plateforme système énergétique à Nantes. Je vais faire une brève introduction sur le CEA Tech, sur sa manière de fonctionner, puis ensuite je passerai la main à Thomas Beauchesne, qui est donc responsable d'un laboratoire de prototypage des batteries à Grenoble, qui parlera de la partie un peu plus technique sur les systèmes de stockage d'énergie. Donc juste pour introduire sur le CEA Tech, c'est la branche civile du CEA. Elle travaille donc autour de 3 instituts, donc le LETI sur les problématiques d'électronique et de technologie de l'information, le LITEN, l'institut qui va plus nous intéresser aujourd'hui sur tout ce qui est énergie et nanomatériaux, et enfin le LIST qui travaille sur tout ce qui est intégration système et logiciel. Donc ces 3 instituts sont principalement répartis donc à Saclay et Grenoble, et donc depuis 4 ans, on met en place des antennes dans les différentes régions, donc dans Nantes et puis dans les autres régions que vous pouvez voir sur la carte. L'idée de l'intégration de ces antennes, c'est vraiment de faire du transfert technologique vers les industriels des différentes régions. Donc c'est d'aller piocher dans les différentes technologies qui sont développées dans les différents instituts et de les mettre à disposition des industriels. La deuxième mission de ces antennes, c'est également de développer des plateformes de recherche par rapport à un écosystème régional. Donc concernant l'antenne de Nantes, j'en dirai un petit mot juste après. Donc le LITEN, donc l'Institut sur les énergies et les matériaux, c'est plus de 1400 salariés, c'est plus de 1000 brevets déposés, 235 en application aujourd'hui. C'est un budget autour de 170 millions d'euros et surtout c'est des plateformes technologiques avancées en nombre, pardon, pour citer quelles, celles autour de la pile à combustible, autour du monitoring, autour du lithium-ion, avec notamment une chaîne de production de cellules qui est implantée à Grenoble. Alors, le CEA et les batteries, on aura à peu près la même approche au niveau des piles à combustible. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche intégrée pour répondre aux problématiques des industriels. Dans le sens où on va pouvoir très bien travailler au niveau des matériaux pour le développement de nouvelles chimies, au niveau du process, du process de fabrication de cellules, du process de fabrication de batteries. Au niveau du composant, où on va commencer à regarder tout ce qui est conception mécanique, conception électrique, conception thermique des packs, tout en prenant en compte toutes les problématiques de sécurité qu'il peut y avoir autour de ces différentes conceptions. Bien sûr, l'intégration système, donc comment intégrer une batterie dans un véhicule, dans un bateau, quelle technologie choisir, quelle approche technico-économique, et puis bien sûr tout ce qui est algorithme de pilotage, aussi bien au niveau du composant qu'au niveau du système. Ensuite, tout ce qui va être démonstration, donc bien sûr on va accompagner les industriels jusqu'en démonstrateur, aller instrumenter les démonstrateurs, pour justement voir les performances, l'utilisation du système lors des premières applications. Et puis l'industrialisation, on accompagne évidemment, lorsqu'on développe des produits avec des industriels, l'idée c'est vraiment d'accompagner jusqu'à l'industrialisation pour démarrer les applications avec les industriels. Alors pour travailler sur ces différents sujets, donc comme je vous le disais, on a vraiment des équipements de pointe mis en place aussi bien à Grenoble qu'à Nantes. Et donc notamment à Nantes, on s'est spécialisé dans tout ce qui est système énergétique marin, avec notamment la mise en place d'équipements de pointe, notamment donc une chambre climatique de plus de 55 mètres cubes pour tester ces différents systèmes dans des environnements climatiques sévères, donc moins 30, 70 degrés, hygrométrie ajustable. Tout ça associé à des bancs électriques de forte puissance. Donc on va travailler sur des batteries
plus typé véhicule, donc d'une énergie autour de 40 kWh, mais également sur des systèmes beaucoup plus conséquents. Et on va monter jusqu'à quasiment 1 MW de puissance. Pour travailler sur toutes les problématiques de marinisation, on va mettre en place un brouillard salin. Et puis on a également une caméra thermique à Nantes. Donc bon, ces équipements sont spécialisés dans tout ce qui est marinisation, donc sont situés à Nantes, mais il y a également d'autres équipements de pointe à Grenoble avec tout ce qui est test d'électrolyseurs, réservoirs hydrogène, des bancs moteurs, etc. Donc juste pour revenir justement sur cette plateforme de recherche qui est implantée à Nantes, donc la première thématique concerne en effet donc les systèmes énergétiques, donc on vient en discuter un petit peu sur tout ce qui est électrification. On s'intéresse aussi à toutes les problématiques d'intégration sur le réseau d'énergie renouvelable. Et enfin tout ce qui est marinisation. L'autre thématique abordée, les problématiques de développement de cobotique pour l'assistance au geste, associées aux problématiques donc, de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Et puis enfin, tout ce qui est contrôle non destructif, avec notamment la mise en place d'une tomographie unique en Europe, notamment de par ses dimensions, hein, puisqu'elle fait plus de 6 mètres par 9 mètres. Donc juste quelques exemples de réalisation pour terminer sur cette introduction. Donc par exemple, le bateau Zéro CO2 qui avait été mis à l'eau en 2011, et pour lequel donc, le CEA a retiré toute la propulsion diesel pour y intégrer, pour dimensionner tout d'abord, et puis y intégrer ensuite des batteries, du stockage hydrogène, des piles à combustible. Sur ce projet, le CEA a été jusqu'à l'homologation, a mis en place toute une instrumentation et donc continue à avoir du retour d'expérience sur l'utilisation de ce bateau en mer. C'est donc un puits de science vraiment important pour le développement notamment des technos qui sont mises à contribution dedans. Et puis le deuxième exemple qui était utilisé, bon, l'Energy Observer, je ne vais pas forcément revenir dessus, puisqu'on l'a déjà pas mal évoqué ce matin. Mais donc en effet, comme ça a été dit ce matin, on a développé l'ensemble de la chaîne énergétique, hein, aussi bien au niveau des batteries que l'électrolyseur, la pile à combustible, que les panneaux solaires. Voilà, donc je vais passer la main à Thomas qui va rentrer dans le vif du sujet, la partie plus technique du stockage d'énergie. Merci Thomas. Donc pour commencer, je vais présenter un court contexte et puis les enjeux un peu de la course au large, en tout cas de ce que j'en ai compris, parce que je ne suis pas du tout du domaine. Donc juste pour mettre un peu en perspective la suite de la présentation, dans laquelle l'objectif est de vous donner un peu des perspectives à court, moyen et long terme sur l'évolution qu'on a dans les batteries et les quantités d'énergie que vous pourrez envisager d'embarquer sur les bateaux de course au large. Donc pour commencer, les contraintes de fonctionnement de l'application donc sur la course au large, aujourd'hui on doit trouver un compromis entre l'autonomie, la masse qu'on va embarquer et une disponibilité permanente de la batterie, parce que comme on l'a vu à plusieurs reprises, c'est un système qui n'a pas le droit de tomber en panne. Donc on doit fonctionner avec un très haut niveau de fiabilité et assurer une disponibilité permanente de l'énergie à bord. Donc la demande de la course au large, c'est d'avoir une forte densité d'énergie avec sécurité, fiabilité et une maîtrise de l'environnement. On est sur des environnements très agressifs, avec, comme on a vu, beaucoup de chocs, des environnements humides, des larges variations de température, et donc la batterie doit pouvoir s'adapter à tous ces éléments. En termes de sécurité, pour assurer une sécurité optimale, il va falloir utiliser une chimie appropriée, il va falloir avoir une très bonne conception et au niveau cellule et au niveau du pack batterie, et puis avoir une gestion électronique optimisée du système. Comme on l'a vu dans la présentation précédente, hein, les systèmes lithium-ion sont des systèmes sensibles, et donc il est nécessaire d'avoir une électronique de pilotage de manière à sécuriser la batterie pour éviter de la mettre en surcharge et de la mettre dans des conditions où on dégrade sa durée de vie, ou dans les pires cas, on va avoir des départs de feu ou des explosions. Et un point important, c'est que plus on va augmenter la densité d'énergie qu'on va embarquer dans les batteries, plus on va dégrader la sécurité. Il faut donc arriver à trouver un compromis entre densité d'énergie et sécurité. Les avantages du lithium-ion, je vais passer rapidement parce qu'on l'a vu assez largement tout à l'heure.
c'est un gain de poids et de volume, mais surtout un gain de poids, une forte énergie et une forte puissance possible, une bonne durée de vie et une relativement bonne amplitude de conditions d'opération. Aujourd'hui, un avantage supplémentaire qu'on a avec les technologies lithium-ion, c'est qu'avec l'émergence du véhicule électrique, c'est une technologie qui est très fortement poussée par le transport terrestre. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup d'avancées technologiques et on a une forte baisse des coûts de fabrication et des coûts de production de ces batteries. Donc ça va générer des avantages pour toutes les autres applications. Pour donner un petit exemple, donc une batterie pour application maritime, donc là c'est un système assez complexe. Pour donner quelques chiffres surtout, donc sur ce type de batterie qui a un certain nombre d'éléments en plus des cellules, hein, on voit que par exemple, il y a des BMS redondés, c'est-à-dire que toute l'électronique de gestion de la batterie est doublée sur ce système-là. On a des systèmes de gestion de l'étanchéité, on a des pôles qui sont doublés, par exemple. Et donc, si on regarde l'énergie massique au niveau de la cellule, on a une cellule qui est environ à 190 Wh par kilo. Au niveau système, on tombe à 110 Wh par kilo. En d'autres termes, sur une batterie comme ça qui pèse à peu près 15 kg, la masse de cellules embarquées, c'est à peu près 5 kg pour un système. Il y a à peu près 15 kg de cellules embarquées et à peu près 10 kg de système autour de la batterie pour assurer son fonctionnement et sa fiabilité. Et en termes de coût, cette batterie-là, on est environ à 930 € du kilowattheure. Maintenant, on va passer sur le cœur de la présentation, donc vers quelle technologie on va évoluer et donner des éléments de marché, des éléments de coût par rapport à tout ce qui évolue sur le lithium-ion. Donc ça, c'est un slide qui vous présente un peu l'état du marché aujourd'hui sur la batterie. Donc sur le graphique que vous avez à gauche, alors je vais essayer d'avoir le pointeur, oui. Donc ici, c'est le marché global batterie, toutes technologies confondues, par application. Ce qu'on voit, c'est que l'application sur laquelle on a le plus de batteries, de ventes de batteries aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le SLI, c'est-à-dire Starting Lighting Ignition, qui est la batterie de démarrage, la batterie 12 volts que vous avez dans votre véhicule. Ça représente encore une part importante du marché. On voit apparaître la partie automobile, où là, ça inclut tout ce qui est véhicules hybrides et véhicules électriques. Ensuite, on a tout ce qui est marché de l'électronique portable, donc les PC, les téléphones. Et puis, on a tout le reste des applications. Et dans ce reste des applications, si on regarde la répartition entre batterie plomb et batterie lithium, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, la batterie lithium compte pour à peu près un quart du marché. Si on compare sur le graphique de droite, où on a la répartition par technologie suivant les années, on voit que dans les autres applications, le lithium-ion commence à être beaucoup plus prépondérant que sur le global. Ce qu'on voit aussi sur ce graphique-là, c'est l'émergence du lithium-ion. On voit que le marché, il était complètement plomb dans les années 90. On voit en 2000 l'apparition du lithium-ion. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 15 ans, le lithium-ion a pris une part importante du marché. Mais malgré tout, le plomb reste encore majoritaire sur le marché. Donc on a quand même une forte croissance du lithium-ion. Et cette forte croissance, elle est tirée par le marché automobile. Si on regarde en termes de prix, ce que vous voyez sur le graphique ici, c'est que en quelques années, le prix moyen d'un pack batterie lithium-ion, il a été à peu près divisé par 5. Ça, tiré par le marché automobile, et notamment par Tesla. Ce qu'on va voir ici, c'est la production de batteries lithium-ion. Donc là, on parle en mégawattheures, donc on parle en gros en nombre de batteries qui ont été produites, et réparties suivant les applications. Donc aujourd'hui, en 2015, on a environ 54 gigawattheures de batteries qui sont produites dans le monde, qui se répartissent majoritairement sur l'électronique grand public. Et puis on voit l'apparition de ce qui est véhicule électrique. Les projections à 5 et à 10 ans nous montrent qu'on a une très très forte croissance du marché du véhicule électrique. Et notamment, on a séparé sur le graphique la partie Chine, parce qu'en Chine, il y a beaucoup d'évolutions sur le véhicule électrique. Ils ont de très forts problèmes de pollution dans les villes. Et donc, il y a beaucoup d'incitations aujourd'hui
pour aller vers du véhicule électrique. Donc on voit qu'à horizon 2025, en gros, on va à peu près multiplier par 5 le nombre de batteries produites dans le monde, majoritairement tirées par ce marché automobile. Ensuite, en termes de baisse des coûts, qu'est-ce qu'on peut espérer encore aujourd'hui sur le lithium-ion? Là, sur ce graphique-là, ce que je vous présente, c'est en gros la répartition des coûts pour différents fabricants, au Japon, en Corée et 2 fabricants chinois, entre le coût matériaux et puis les autres coûts qui viennent s'ajouter quand on va produire une batterie. Ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que, alors, à des coûts de main-d'œuvre peu importants comme en Chine, la part matière dans le coût de la batterie, elle compte pour entre 60 et 70%. C'est-à-dire que les marges de progression qu'on va avoir pour gagner en coût sur des cellules de lithium-ion, elles restent relativement faibles parce que la part matière est maintenant très importante. Et puis sur le Japon et la Corée, où les coûts de main-d'œuvre sont plus élevés, on est quand même autour de 50% en part matière dans le prix d'une cellule. Donc on estime qu'aujourd'hui, on commence à atteindre un plancher en termes de prix sur ces cellules lithium-ion. On ne va pas avoir beaucoup de gains possibles du fait que cette part matière est très importante aujourd'hui dans le prix. Alors, pour venir un peu tempérer tout ça, on a des gens comme Tesla qui passent à des échelles très supérieures de production de batteries de manière à essayer de faire encore diminuer les coûts. Et donc, ils sont en train de construire ce qu'on appelle une gigafactory, qui est une énorme usine de production de batteries. Et avec cette usine qui va produire au début des batteries pour des applications stationnaires, ils estiment qu'ils vont faire baisser les coûts. Alors si aujourd'hui on est aux environs de 310 € du kilowattheure, ils estiment pouvoir atteindre 200 à 300 $ du kilowattheure en produisant sur cette gigafactory. Il y a de nombreux analystes qui ne sont pas complètement en accord avec ces prévisions et qui estiment qu'on sera plutôt autour de 400 $ par kilowattheure. Mais avec le seul facteur d'échelle, ils espèrent quand même arriver à baisser leurs coûts de 30%. Les premières productions sont censées démarrer cette année sur cette usine. Ensuite, on va passer un peu sur les technologies des batteries. Donc aujourd'hui, on a 3 grands types de design de cellules. On a des cellules cylindriques. On a ce qu'on appelle des cellules prismatiques. C'est des formats de ce type-là. Et puis on a ce qu'on appelle les pouches, qui sont des formats en sachet souple. Aujourd'hui, le marché il est principalement dominé par les formats cylindriques, et notamment dans les formats cylindriques, il y a un format qu'on appelle le 18650, qui est une petite pile cylindrique qui fait 18 mm de diamètre pour 65 mm de haut. Ça, c'est ce que vous trouvez par exemple dans la Tesla, mais c'est ce que vous trouvez aussi dans les batteries d'ordinateur. C'est le format qui est aujourd'hui le plus courant. Si on analyse un peu les courbes de vente de batteries par format, ce qu'on voit, c'est que sur les formats cylindriques, si on élimine tout ce qui est vendu à Tesla, on est sur un marché qui est à peu près stable. Mais par contre, on voit qu'avec la fabrication de la Tesla, on a une forte augmentation sur les formats cylindriques. Et la part de Tesla dans cette augmentation, elle est très importante. On voit aussi donc les formats laminés, c'est les formats qu'on appelle le pouch, qui sont en forte augmentation, et ça, c'est tiré par tout ce qui est téléphonie mobile. Et puis, on voit que les formats prismatiques sont relativement stables, voire diminuants. Sur les formats 18650, ce qu'on présente ici, c'est les énergies disponibles en fonction des années. Donc, sur 100% du marché, comment ça se répartit. Et on voit qu'au fil des années, on a une augmentation de l'énergie spécifique de la cellule. Et sur 2015, on a en gros, en moyenne, 2,4 ampères-heure par AQ sur la totalité du marché, sur la totalité de ce qui s'est vendu. En termes de prix, si on regarde, les coûts baissent considérablement. Sur le format cylindrique, un peu moins parce qu'on était sur un format déjà mature, mais on a quand même une baisse de coûts sur ce type de batterie. Donc en termes d'énergie spécifique, dans un format 18650, aujourd'hui, au maximum, on met environ 3,4 ampères-heure. On espère pouvoir monter jusqu'à environ 4 ampères-heure.
Et on a quelques petits espoirs de pouvoir augmenter la tension de charge jusqu'à 4,35 volts, de manière à améliorer encore un petit peu la capacité massique, mais ça se traduit évidemment par une baisse du nombre de cycles, parce que plus on va charger la batterie à une tension élevée, plus on va venir l'abîmer, entre guillemets, et donc on va baisser sa cyclabilité. Donc aujourd'hui, en termes d'énergie spécifique dans les cellules, au maximum, on va se situer aux alentours de 250 Wh par kilo. Et donc ça, c'est mesuré à un C rate, c'est-à-dire un taux de décharge ou de charge de C sur 3, c'est-à-dire qu'on charge ou on décharge en 3 heures à peu près. Et sur des cellules puissance, donc les cellules typées puissance, ça va être des cellules qui vont être capables de délivrer plus d'énergie sur un temps plus court, mais qui du coup ont une énergie spécifique un peu inférieure. On va être environ à 220 Wh par kilo. Donc les batteries lithium-ion, aujourd'hui, on en a qui sont capables de pousser jusqu'à 100 C en décharge, c'est-à-dire à des courants très importants. Et les meilleures cellules qu'on trouve sur le marché, on est environ à 270 Wh par kilo. Pour donner quelques perspectives au niveau automobile, donc là, on parlait de ce qui était au niveau cellules. C'est ce que vous allez retrouver ici en termes de densité massique. Vous voyez qu'aujourd'hui, ce qui se fait de mieux sur le marché, c'est la Tesla Model S, où on a des cellules qui embarquent environ 252 Wh par kilo en énergie. Si on se replace au niveau du pack batterie, le pack batterie de la Tesla, on est à 150 Wh par kilo. Donc la quantité d'électronique, de mécanique qu'on va mettre autour de la batterie, ça fait perdre environ, pas tout à fait un facteur 2 par rapport à l'énergie massique de la cellule. C'est-à-dire que si on veut arriver à gagner en énergie au niveau du pack batterie, on voit qu'aujourd'hui, sur les cellules qu'on a sur le marché, on atteint un peu des plafonds en termes d'énergie spécifique, et il va falloir travailler sur le système et au niveau pack pour arriver à gagner en densité massique. Donc ensuite, vers quelle technologie on va pouvoir aller pour arriver à augmenter au niveau de la cellule les capacités de stockage d'énergie. Donc on en a parlé un petit peu dans la présentation précédente. On a deux technologies aujourd'hui qui sont émergentes, qui sont encore à l'état de laboratoire. C'est ce qu'on appelle le tout solide, donc des batteries à électrolyte solide, et le lithium-soufre. Avec ce type de batterie, on estime qu'on va pouvoir arriver à doubler la densité d'énergie au niveau de la cellule, c'est-à-dire atteindre environ les 500 Wh par kilo. Et on estime également, alors sur le tout solide, on va également augmenter la sécurité. En fait, les batteries que vous avez aujourd'hui, elles intègrent un électrolyte liquide, qui est un liquide qui est fortement toxique et inflammable, et c'est une des causes des failles de sécurité qu'on a sur les batteries. Avoir un électrolyte solide, ça fait qu'on s'affranchit de ce liquide inflammable, et donc on a des batteries qui intrinsèquement vont être plus sûres. Et en termes de coût, on estime qu'avec le solide, on va arriver à réduire les coûts d'environ 30%. Alors pour donner un peu des perspectives en années, c'est des projections évidemment. Donc quand on parle de batteries tout solides, aujourd'hui on estime qu'en 2020, on va atteindre environ 290 Wh par kilo avec des cyclabilités qui sont quand même relativement faibles, de 200 à 500 cycles. Après, en passant sur du lithium-soufre, on se projette plutôt à horizon 2030 pour atteindre les 500 Wh par kilo. Donc c'est des technologies qui sont encore vraiment à l'état de laboratoire. Il va falloir encore beaucoup de temps et beaucoup de développement pour arriver à atteindre ces niveaux d'énergie. Ensuite, sur le silicium actuel, au niveau système, on est à 100 à 150 Wh par kilo. On estime que d'ici une dizaine d'années, on devrait arriver à atteindre les 240 Wh par kilo avec un peu moins en cyclabilité. Et puis après, il y a d'autres technologies qui sont émergentes et qui permettent de s'affranchir du lithium. Donc c'est tout ce qu'on appelle la génération 3 ici. On travaille notamment au CEA sur les technologies au sodium, donc le sodium-ion, qui permet de remplacer le lithium par du sodium. Alors on a des énergies massiques qui sont inférieures, mais par contre, on a des batteries qui ont un niveau de sécurité un peu supérieur et qui, en termes de recyclabilité et d'impact environnemental, vont être meilleurs. Ensuite, pour faire un petit focus sur la sécurité,
Alors, le graphique date un peu, mais c'est en 2008 un peu une répartition des causes d'incidents dans les batteries. Et ce qu'on voit ici, c'est que la majorité des incidents sont dus à ce qui se passe au niveau de la cellule. C'est-à-dire que le point faible dans un pack batterie, c'est la cellule. Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que plus on va augmenter le niveau d'énergie, plus on baisse la sécurité. Donc la conception de la cellule, c'est un point clé pour la sécurité. Aujourd'hui, on trouve des cellules en format 18650 qui vont intégrer des dispositifs de sécurité déjà au niveau cellule. Des dispositifs de coupe-circuit, par exemple, qui vont permettre, s'il y a un court-circuit, de débrancher la batterie pour éviter qu'elle se mette en surchauffe. Voilà, on a un certain nombre de dispositifs qui vont être intégrés au niveau cellule pour sécuriser déjà la cellule avant de gérer la sécurité au niveau pack. Plus on va mettre les dispositifs de sécurité au plus proche de l'élément de base et de l'élément qui est le moins sûr du système, et bien plus on va pouvoir gagner derrière en densité massique. Alors quelques éléments de conception et de comment on va gérer ces compromis au niveau système. Bon, ça, c'est en gros le cycle de développement qu'on va avoir et l'approche qu'on va avoir au niveau du CEA quand on a développé un pack batterie. Il n'y a rien de bien compliqué, hein, mais on va passer par une phase de spécification, d'application, gestion de la sécurité, et puis après on va faire la conception et un certain nombre d'essais de manière à arriver à avoir des packs batteries qui soient le plus sûrs possible et le plus adaptés à l'application. C'est un peu le même principe que je présente ici, mais l'élément principal, c'est que quand on va designer un pack batterie, le premier élément à prendre en compte, c'est qu'on va choisir une cellule adaptée. Ensuite, on va faire un certain nombre de tests et de caractérisation sur cette cellule. On va la modéliser, et via cette modélisation, c'est ces éléments-là qui vont nous permettre de développer notre pack batterie. L'objectif, toujours le même, c'est d'assurer la sécurité et d'améliorer les performances. Et puis un dernier élément, sur cette approche modélisation, donc en fait on a beaucoup d'équipes au CEA qui travaillent sur cette approche modélisation. Au niveau de la cellule, on va venir modéliser au niveau le plus fin, à l'intérieur de la cellule, tous les phénomènes qui vont se produire, de manière à pouvoir gérer cette cellule de la manière la plus précise possible, par de la simulation multiphysique. Et après, on va intégrer ces modèles de cellules qu'on fait au niveau le plus bas dans nos systèmes, de manière à faire de la simulation et avoir une approche modélisation en partant du matériau jusqu'au système. Et ça, pour avoir un dimensionnement optimal, et puis gérer au mieux toute la partie, gérer les profondeurs de décharge, gérer tous les algorithmes de charge et de décharge, et tous les algorithmes d'estimation d'état de charge, d'état de santé et d'état d'énergie de la batterie. Je vais passer aux conclusions. Donc, sur les conclusions, en gros, le slogan du CEA, c'est de dire qu'une batterie, elle ne meurt pas, elle est assassinée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les conditions d'utilisation de la batterie ont un impact énorme sur sa durée de vie et sur la manière dont elle fonctionne. Donc, si vous voulez que vos batteries durent longtemps, il faut les utiliser dans les meilleures conditions et concevoir des systèmes qui vont les protéger et faire en sorte qu'elles soient utilisées dans leur optimum de fonctionnement. Et ça passe par un dimensionnement du système au plus juste afin de maximiser cette durée de vie. Et puis, il va falloir évidemment disposer d'un indicateur fiable pour l'exploitation, c'est-à-dire être capable d'estimer au plus juste l'état de charge et l'état de santé de la batterie. En termes de perspective, on peut dire qu'il y a encore un bel avenir pour le lithium-ion. On voit qu'on a encore des perspectives relativement intéressantes et en termes de densité d'énergie et en termes de coût. Et l'amélioration de l'intégration du système est un point clé et un point majeur dans ce développement-là. Merci. Merci bien, venez nous rejoindre. Il doit y avoir un micro, voilà, il est là. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Ils sont assommés par la densité de la présentation. Moi, j'ai une question pour vous, M. Bochen. On voit bien l'impact qu'un petit constructeur, Tesla, c'est combien de voitures par an? C'est pas énorme encore. Hein. Parlez bien dans le micro. Non, c'est pas encore très gros, effectivement. Ouais, et on voit juste le tout petit impact qu'a un constructeur sur le marché. Qu'est-ce que ça va être quand tous les gros constructeurs vont s'y mettre?
En termes d'impact et donc de baisse des coûts? Alors, en termes de baisse des coûts, comme je le disais dans la présentation, je pense que le réservoir de baisse de coûts qu'on a sur ces technologies-là, il n'est pas très très important. On va peut-être avoir une baisse de 10-20%, mais on est déjà sur une technologie qui est très mature. Et c'est pour ça qu'elle est intégrée dans les automobiles, parce que dans les voitures, pour des problèmes de fiabilité... Même s'il y a peu de voitures électriques au final, pour l'instant. Aujourd'hui, il y a peu de voitures électriques, par contre, il y a beaucoup de développement. Ce qu'on voit, c'est vrai que Tesla, c'est un peu la partie émergente de l'iceberg, mais il y a quand même beaucoup de véhicules en hybride qui sont aujourd'hui sur le marché. Il y en a de plus en plus. On voit l'apparition des plug-in hybrides, donc des hybrides rechargeables, où là, on estime que c'est une technologie qui va un peu inonder le marché dans les très prochaines années. Après, sur le véhicule électrique, aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est que les autonomies sont pas encore là. Sur la Tesla, on a une bonne autonomie, mais ça a un coût, et un coût qui est très important. On est sur un véhicule qui est 3 à 4 fois plus cher que le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde. Donc tout le monde ne peut pas se payer une Tesla. Et sur ce coût-là, le coût de la batterie, c'est entre 20 et 25 000 euros sur la voiture. Donc la baisse de coût possible sur ce véhicule-là, elle est encore... D'où l'intérêt pour Tesla de faire des Gigafactory qui vont faire baisser les coûts pour les vendeurs. C'est vraiment leur point critique, c'est d'arriver à faire baisser les coûts et augmenter les densités d'énergie de manière à embarquer moins de poids et à avoir une batterie moins chère. Plus la cellule est dense, moins vous avez de cellules. Aujourd'hui, sur une Tesla, vous avez un peu plus de 7000 cellules dans le pack batterie. D'accord. On a vu aussi dans la liste des constructeurs que vous nous avez montré tout à l'heure, qu'il y avait l'avant-dernier dans votre grille, c'était Bolloré. Oui. Qui n'avait pas une technologie. C'est un industriel régional important. Oui. Sa principale vie n'est pas très très loin d'ici. Et lui, par contre, il n'a pas une technologie qui est le Lyon. Non, il a une autre technologie. Alors, je connais pas très bien le sujet. Peut-être que Thomas, tu le connais mieux que moi. Mais je vous ai piégé tellement il y avait de données dedans. Mais bon, son choix stratégique de faire des batteries, lui, il fait un pari sur l'avenir. Ils sont partis sur du tout solide, a priori. D'accord. Donc eux, ils sont partis sur une technologie qui est nettement plus avancée et émergente. Ah d'accord, il a fait un pari. Il fait un pari qui est plus risqué sur l'avenir, tout à fait. Et vous en pensez quoi? À démontrer. Je sais qu'ils ont pas mal de problèmes dans le développement, mais... Je vous entends rigoler là. C'est forcément un peu compliqué quand on part avec une technologie non mature, surtout quand on doit fiabiliser comme on doit fiabiliser dans l'automobile. C'est forcément un peu plus compliqué. D'accord. Moi, j'aurais une question. Est-ce que vous pourriez préciser ce que c'est qu'un cycle? Parce que quand vous augmentez la capacité, les cycles diminuent. Et pour moi, 500 cycles, c'est pas beaucoup, mais 200 cycles, ça me semble presque rien. Alors, ce qu'on appelle un cycle, c'est une charge complète et une décharge complète. Donc, on va venir charger la batterie à 100% et on va venir la décharger à peu près 100%. Mais c'est pas tout à fait les mêmes batteries que votre iPhone, par exemple. Ah bah parce que vous gérez super bien vos navigations en solitaire. Vous n'avez pas de problème de pilote et vous naviguez au soleil avec un hydrogénérateur qui marche. Mais du coup, vous allez augmenter un peu votre durée de vie. En fait, les ABAC, elles donnent des durées de vie en cyclabilité qui sont basées sur des cycles de charge et des charges complets. Mais ça donne une indication sur la durée de vie de votre batterie. En fait, dans la vie réelle, on ne fonctionne jamais vraiment comme ça. C'est-à-dire que le profil de votre mission, il fait que vous n'allez pas charger votre batterie en continu pendant un temps donné, ni la décharger en continu pendant un temps donné. Vous allez avoir des pics de charge et tout cet aspect-là, ça aura forcément un impact sur la durée de vie, qui sera soit positif, soit négatif. Alors, je ne l'ai peut-être pas très bien expliqué parce que la présentation était un peu dense, mais quand on parle de modélisation et de simulation, dans ce qu'on fait dans notre approche au CEA, quand on conçoit des systèmes batteries, effectivement, on va intégrer ces profils de mission dans nos estimations de durée de vie. Et l'objectif, ça va être d'optimiser la durée de vie de la batterie en fonction, effectivement, en temps réel, comment le courant est consommé et comment le courant est chargé dans la batterie. Mais donc, les chiffres qu'on vous donne là, en vous disant 500 cycles, 1000 cycles, c'est des ABAC, en fait. C'est juste pour vous donner une indication de la durée de vie théorique de la batterie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, ma question c'est, j'ai entendu parler de la technologie lithium-air
qui serait très prometteuse. Vous en avez pas du tout parlé, mais qu'est-ce que vous en pensez ou que vous en connaissez? Alors, je ne suis pas électrochimiste, donc sur les technologies, les différentes technologies de batterie, je ne suis pas forcément très à jour. Moi, je m'occupe plus de la partie système. Mais donc, du coup, je ne peux pas répondre à la question. Je suis désolé. Monsieur Guéon, vous avez... Non plus? Si. C'est une technologie qu'à Saft on étudie. On n'y voit pas trop d'intérêt aujourd'hui parce qu'on pense qu'elle n'est pas mature suffisamment pour être industrialisée. Effectivement, sur le papier, c'est intéressant parce qu'on a un des matériaux, je dirais, ou une des électrodes de la batterie qui est de l'air, donc qui pèse rien et qui coûte rien. Par contre, la technologie aujourd'hui n'est pas mature. Si on la voit, c'est un peu comme le lithium-soufre, hein, on le voit à 10 ans, 20 ans. La grosse difficulté aujourd'hui du lithium-air, c'est la membrane qui permet d'avoir l'arrivée de l'air de l'air de l'oxygène sur les matières actives. Et voilà. Donc effectivement, en laboratoire, on y arrive. Hein. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. En laboratoire, on sait faire tout un tas de choses. Passer à l'industrialisation, au fonctionnement, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est une des technologies qu'on regarde, que tout le monde regarde, je dirais. Hein. Enfin, que tout le monde regarde. Nous, on ne la voit pas sortir demain matin, encore une fois, quoi. Parce qu'en fait, sur Wikipédia, il donne quand même une densité énergétique qui est au moins x10 par rapport au Lyon. Prenez le micro. Oui, mais encore une fois, c'est des choses de laboratoire, des choses qu'on sait faire sur une petite surface d'électrode, industrialiser, faire que ça fonctionne pendant un certain nombre de cycles, dans des conditions normales d'utilisation, sans parler de conditions extrêmes telles qu'on a aujourd'hui, c'est plus la même chanson, quoi. Voilà, en gros. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question à Thomas Crèche, toute simple. Je suis responsable de l'énergie d'électronique dans une écurie basée à Lorient et je veux faire un partenariat avec le CEA parce que vous avez des moyens incroyables. Comment je fais? Je vous téléphone, c'est payant, il faut négocier. Comment ça fonctionne? Alors oui, on peut... Soyons concrets. Oui, tout à fait. Non, l'idée, c'est même plutôt qu'on vienne, qu'on essaie de comprendre votre besoin, qu'on essaie de comprendre votre problématique. Pour qu'on intègre réellement le besoin. Et puis après, l'idée c'est d'avancer ensemble pour construire des solutions à une problématique. L'avantage que l'on a, c'est qu'on a l'opportunité, nous, de travailler avec l'ensemble des instituts du CEA, donc d'avoir 5000 personnes à votre disposition pour essayer de répondre à votre problématique. Donc nous, on va aller chercher l'expertise aux endroits qui vont bien au CEA pour vous construire des solutions à votre problème. D'accord, mais du coup, moi je suis une petite PME. Dans le meilleur des cas, j'ai 2,5-3 millions d'euros de budget annuel. C'est comment? Parce que vous êtes pas une entreprise. Si vous êtes une entreprise, vous avez un statut d'entreprise. On est vous êtes prestataire EPIC. de service? On est un EPIC, on a un organisme de recherche. D'accord, et donc du coup, les contrats sont financés comment? Alors ça va dépendre. On a des projets financés en bilatéral, et puis après, dans toutes les régions. Ça veut dire quoi, financé en bilatéral? Il y a des projets financés par les entreprises, et puis après, il y a les aides qui peuvent être mises en place par les régions, des projets européens, des projets ADEME. Voilà, il y a tout. On peut se servir de tous ces leviers-là pour aider à financer les entreprises. Cette ingénierie-là, vous la maîtrisez très très bien, quoi. On peut aider, en effet, aller chercher ces financements. D'accord. Et du coup, on vous envoie un email et on vous invite à voir un bateau sur le... Oui, à prendre un café au bord de... D'accord, voilà, donc vous avez compris, hein, c'est pas très très compliqué. Par très contre, il faut que le projet vous intéresse, il faut qu'il y ait un peu d'innovation et que ça soit pas... Le but de l'intégration des antennes en région, c'est d'aider les entreprises à se développer. Donc, à partir du moment où une entreprise a un besoin d'innover et un besoin de se développer, ça nous intéressera parce que c'est le but de nos implantations. Très bien. Merci beaucoup, merci à tous les deux, on peut les applaudir.